Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis le Loft Art à Villeurbanne dans notre émission Human consacrée, comme vous le savez, à l'humanitaire et à l'écologie dans ce monde et dans ce siècle perturbé. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des peuples anciens, des peuples indigènes, des peuples autochtones, dirait-on aujourd'hui. Et nous allons le faire en collaboration d'abord avec Agir Ensemble et en co-animation avec Guillaume Guichon. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre-Alain. Voilà, tout va bien? Très bien, merci. Et vous Pierre-Alain? L'été s'est bien passé? Très bien, très bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes parti où récemment? Ça, c'est secret. Bon. Et on est avec Paloma Cerdan. Bonjour Paloma. Bonjour. Quelle est votre activité? Alors moi je suis chargée de projet et partenariat chez Agir Ensemble pour les droits humains. Voilà. Et dans cette activité de chargé de partenariat, vous vous intéressez plus particulièrement avec quel partenaire? À quel partenaire? Alors on travaille avec des partenaires surtout d'Afrique centrale et d'Amérique latine, surtout des organisations de défense des droits humains sur divers sujets, notamment sur la promotion des droits des peuples autochtones. Voilà. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Peuple, ouais, qui vise à promouvoir les droits des peuples autochtones pygmées et leur participation à la gestion durable des territoires en République démocratique du Congo. Et vous nous direz tout à l'heure ce qu'est un pygmée? Oui, on laissera notre collègue expert Rémi Orsier nous en dire un peu plus. D'accord. Et puis ensuite, nous avons Michael Gay. Michael, vous êtes bénévole au sein d'Agir Ensemble, c'est ça? Oui, je suis bénévole, donc assistant de Paloma, assistant projet à Agir Ensemble. Et je travaille aussi donc, avec elle sur le projet Peuple. Voilà. Et quel est votre cursus vous-même? Vous êtes plutôt un sociologue? Non, je suis juriste à la base. Donc j'ai fait du droit public, que je continue d'ailleurs dans le cadre d'une thèse. Et par ailleurs, j'ai fait une formation de chargé de projet pour laquelle donc j'essaie d'acquérir les compétences auprès de Paloma. Voilà, on reviendra peut-être sur votre thèse, puisqu'elle concerne, je crois, les terres en Côte d'Ivoire. Oui, et que, évidemment, la terre, ça va être l'un de nos sujets favoris. À qui appartient la terre dans l'histoire? Par qui est-elle occupée? Ça va faire partie des questions, évidemment, que nous allons nous poser. Et puis enfin, avec nous ce matin, Rémi Orsier. Merci Rémi Orsier d'être avec nous. Vous êtes directeur du DOCIP. Qu'est-ce que le DOCIP? Vous êtes à Genève. Alors bonjour, oui, je suis directeur du DOCIP. Le DOCIP, c'est une fondation suisse basée à Genève qui a été créée en 1978 à la demande des représentants autochtones qui sont venus l'année précédente à Genève pour réclamer la reconnaissance de leurs droits et qui ont constaté qu'ils avaient besoin d'un soutien local parce qu'ils étaient dans une phase, et ils le sont toujours, dans une phase de négociation avec des États qui ont beaucoup de moyens et qui sont bien installés, et qu'eux arrivaient à Genève sans avoir sur place un soutien continu. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, plus de 40 ans après. Qui étaient ces représentants des peuples autochtones? Ils représentaient quel peuple, quels États, enfin pas quels États, mais quel peuple et quelle géographie en quelque sorte, en 78? Alors, la conférence c'était en 77 et cette conférence elle était sur le racisme aux Amériques. Donc c'était principalement des Amérindiens d'Amérique du Nord et je crois quelques représentants d'Amérique latine. Même si certains rejettent le terme d'Amérique, puisque c'est en soi un terme colonial. Voilà. Et d'ailleurs, le terme peuple autochtone, c'est un terme qui est communément accepté. Les peuples autochtones s'appellent comme tels, autochtones? En français, oui. Et en français, ils ont préféré l'appellation autochtone, puisque l'adjectif indigène a en français un côté péjoratif. Et du coup, il a été écarté quand il a fallu commencer à traduire les premiers éléments de droit international. Et on utilise en français
l'appellation peuple autochtone. Et en espagnol, indigeno, non? Ouais, Pueblos indígenas, en anglais, c'est Indigenous Peoples. Donc il n'y a que en français où il y a vraiment cette... Enfin, que en français. Dans les langues proches, on va dire, où on utilise ce mot autochtone. Et on le retrouve d'ailleurs au Canada francophone. Ils utilisent aussi ce mot d'autochtone. Ok. Et les peuples autochtones, ça représente quoi dans le monde actuellement? Combien de personnes? Est-ce qu'il y a une seule catégorie de peuples autochtones ou une certaine diversité? Alors, c'est des peuples très divers. Selon les derniers chiffres, je crois, de l'Organisation internationale du travail, qui était un peu pionnière sur les travaux et relative aux droits des peuples autochtones, ça représente 476 millions de personnes dans le monde, qui sont réparties dans 90 pays. Et c'est des peuples très divers qui partagent certaines caractéristiques en termes d'occupation d'un territoire depuis une durée très longue, d'avoir subi une forme de colonisation qui les a rendus minoritaires sur leur propre territoire la plupart du temps, parce qu'il y a des cas où ils sont encore majoritaires, mais qui restent rares. Je pense aux îles Fidji, par exemple. Et ils ont gardé cette forme d'attachement à leur territoire qui est liée intrinsèquement à leur mode de vie et à leur spiritualité, et qui fait qu'ils veulent préserver ces modes de vie et donc leur territoire qui est lié à leur mode de vie, et ils ne conçoivent pas leur vie sans leur territoire. Ça fait partie de la vie. Pour eux, très souvent, il y a une approche holistique et c'est un tout, en fait. Les gens, la terre, les ressources, etc. Alors prenons un exemple concret, si vous le voulez bien, Rémi Orcier. Les cow-boys et les Indiens. Alors, les cow-boys et les Indiens, on voit, enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose d'assez folklorique, etc. Mais en fait, c'est l'histoire d'une colonisation, la conquête de l'Ouest, et l'arrivée des Européens sur des terres qui étaient absolument pas vierges et inoccupées, mais où il y avait un certain nombre de peuples qui vivaient là et qui ont essayé de se défendre. Il y a eu des traités signés, il y a eu des trahisons, etc. Il y a eu... Certains disent une certaine forme de génocide, en tout cas génocide culturel, c'est certain. Et donc ils se sont fait complètement, on va dire, submergés par cette vague migratoire venue d'Europe par les Européens. Donc on est loin, enfin, des fois on a l'impression qu'il y a un certain romantisme qui se détache de cette image-là, mais en fait c'est surtout une histoire de violence et de colonisation. Est-ce que selon vous, le cinéma américain, qui est un cinéma puissant dans le monde, a bien retracé, à travers en particulier les films de cow-boys, est-ce que le cinéma américain a bien retracé cette aventure historique des Indiens d'Amérique et des Européens qui arrivent et qui font la conquête de l'Ouest? Je ne suis pas un spécialiste du western, mais pour en avoir vu quelques-uns, on est dans un cliché très européano-centré ou états-unio-centré, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et le point de vue des peuples colonisés est à ma connaissance, rarement présenté. Et il y a une forme de cliché du bon sauvage, ou alors du sauvage terrible qui est là juste pour massacrer les pauvres Européens qui arrivent pour amener la civilisation, etc. Donc on est... Ouais. Je ne pense pas que... En tout cas, ce n'est pas une vision très équilibrée de ce qui s'est passé. Bon, j'étais pas là, mais a priori, là-bas, au moment de la conquête de l'Ouest. Est-ce que d'une certaine manière, d'ailleurs, on n'oscille pas sur ce terrain-là quand on se représente, alors on peut dire les autochtones ou les Indiens, ou enfin les indigènes, les gens du cru, est-ce qu'on n'oscille pas en permanence dans nos représentations, justement, entre le bon et le salaud? Alors, soit le bon sauvage, j'allais dire Rousseau, Chateaubriand, etc., soit le salopard, celui qui veut nous tuer.
Ouais, c'est très manichéen. Il n'y a pas vraiment de milieu, ou de juste milieu. Et ouais, c'est une façon très, très, très monolithique de représenter ces peuples qui sont des peuples à part entière, qui avaient une culture, qui avaient des systèmes parfois politiques qui étaient déjà très développés à une époque où par ailleurs, en Europe, on n'était pas si avancé que ça sur le sujet. Donc il y a pas de... Il y a rarement en tout cas dans le grand public et en général, une vision, on va dire, neutre qui est présentée. Là, j'étais en train de me demander, et je pensais à votre projet Peuple, Paloma Cerdan, j'étais en train de me demander si, pour permettre au plus grand public d'aborder les enjeux de ces peuples autochtones, il ne serait pas bon de repartir de choses que tout le monde connaît, et des cow-boys et des Indiens, et dire est-ce que Hollywood a bien représenté la chose, et quels sont les films qui représentent correctement la chose, et quels sont les films qui, majoritairement bien sûr, à 99%, vont amener des images éculées, ce que disait à l'instant Rémi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait une bonne manière pédagogique d'amener le sujet? Oui, c'est une bonne manière. Et puis, je pense que les documentaires aussi, qui sont différents des fictions, peuvent être aussi un bon moyen de s'intéresser au sujet, d'avoir un regard objectif, justement. Oui, d'accord. Voilà, ce serait intéressant par exemple, de savoir dans la filmographie des réalisateurs américains, lesquels, selon vous, représentent à peu près correctement ce génocide, car il s'agit d'un génocide, et lequel fait en fait la part belle à la magnifique histoire des conquérants. Voilà. Oui, exactement. Après, je ne suis pas une experte non. cinéaste, mais il est intéressant de s'intéresser au sujet et de bien comprendre ces enjeux-là, et notamment les documentaires. C'est, je pense, une bonne approche pour se sensibiliser au sujet dans un premier temps. Et regarder, il y a des festivals aussi sur des thématiques. On peut trouver des auteurs, notamment dans les pays où ces enjeux-là sont forts, qui traitent des questions autochtones, et justement, on essaie de donner un regard du point de vue des peuples autochtones. Et sans doute aussi des écrivains et des gens qui vont, avec un magnétophone ou leur stylo et leur papier, retracer les paroles, les mots des gens eux-mêmes. Dans la littérature africaine, par exemple, ou américaine du Sud. Après, aussi, je pense que ce qui est important maintenant, c'est que des réalisateurs autochtones fassent eux-mêmes des films, et parce que, je veux dire, ils sont tout à fait formés, etc. Et ils peuvent tout à fait aussi raconter leur histoire, et l'histoire de leur point de vue, du point de vue de leur peuple. Et alors, ça arrive pas trop au niveau du grand public, ça existe, mais ça reste minoritaire. Et il faut en fait les inclure. Et les inclure dans cette narration, c'est aussi une façon de respecter leurs droits, de respecter les instruments juridiques internationaux de protection des droits des peuples autochtones. Voilà, alors on va y venir dans un instant. Je me demandais si tout de suite là, on ne solliciterait pas notre pianiste et compositeur préféré qui s'appelle Alain Pierre et qui improvise. Et alors vous allez voir, il va improviser sur les peuples autochtones. Écoutez.
Les peuples autochtones aujourd'hui dans Human, avec nos amis d'Agir Ensemble pour les droits de l'homme, voilà, et avec de la musique, parce qu'on ne fait rien sans musique, pas que des mots, aussi de la musique, Guillaume. Oui, Pierre-Alain. Rémi, on vous avait dit que les documentaires, les choses qui sont produites justement sur la culture des populations autochtones ne parviennent pas au grand public. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de l'exemple de l'Indien et du cow-boy, tout le monde connaît. Tout le monde connaît ces personnages finalement et ce que ça engendre. Pourquoi ça n'arrive pas auprès du grand public ? Est-ce qu'il y a une forme de censure ? Si oui, par qui ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que fait le DOCIP justement pour encourager la production de connaissances sur ce sujet ? Alors nous, on n'est pas directement engagé dans la production de connaissances. On met à disposition des informations à destination des représentants autochtones pour qu'ils puissent trouver des financements, mais plus rarement sur la production d'œuvres culturelles, puisqu'on est vraiment orienté sur le droit en général. Mais quant à savoir pourquoi est-ce que ça parvient pas au grand public, je pense que c'est parce que les sociétés dans lesquelles ils vivent sont intrinsèquement pratiquent intrinsèquement la discrimination et que c'est culturellement avant tout que c'est très difficile pour eux de pouvoir émerger et donc de trouver des financements pour pouvoir produire des œuvres et aussi d'être diffusées. Et alors les choses, je pense, changent petit à petit à certains endroits, mais ça reste encore marginal. Est-ce que d'une certaine manière, chaque peuple, chaque société n'éprouve pas le besoin, de raconter son histoire ? De raconter son histoire. En racontant son histoire, de tordre un peu ou beaucoup la réalité. On a d'abondants exemples, y compris dans l'actualité la plus immédiate. Et comment est-ce que vous imaginez, vous qui êtes à Genève, qui avez une vision comme ça générale de ces populations autochtones, car nous sommes tous des autochtones d'une certaine manière, nous avons été un autochtone. Comment peut-on envisager de créer une histoire que le monde se raconte de lui-même, qui soit juste, qui soit pertinente, qui soit honnête ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que c'est un rêve d'idéaliste ? C'est un idéal. Ça peut être atteint que par le dialogue et la confrontation de points de vue qui sont forcément biaisé et subjectif, puisque chacun était à la place à laquelle qui lui revenait au moment où se sont passées, par exemple, la colonisation de certains pays. Donc on parle souvent, on dit qu'en Europe, souvent, on apprend l'histoire du point de vue du vainqueur, mais ce serait bien que les vaincus, une fois que les choses sont apaisées, parce qu'il y a quand même une certaine rancœur, forcément, du côté des vaincus, que les vaincus aient aussi leur mot à dire et puissent aussi former l'histoire de leur point de vue. Après je pense que c'est difficile d'avoir une histoire uniforme et qui soit universelle. Vous donneriez par exemple la parole à des nazis, vaincus de la dernière guerre ? Ouais, ils auraient forcément une histoire différente à raconter, qui serait leur point de vue. Après, vous leur donneriez la parole ? Est-ce que je leur donnerais la parole ? Je pense que même pour les victimes des crimes, c'est important de comprendre. Et je pense que c'est aux victimes de décider si elles veulent entendre ça. Mais pour comprendre, si j'étais en position de victime, et c'est difficile de se mettre à la place d'une victime parce que quand on l'est pas, je pense que c'est important d'entendre les coupables s'exprimer, et c'est ce qui se passe dans des procès, et on entend souvent ça, qu'on a envie de comprendre et d'entendre la parole du bourreau, en fait, ou de la personne qui a commis le crime. Dans ce rapport dominant-dominé, il y a la nécessité du coup de coordonner un dialogue. Quelle est la place du DOCIP justement dans ce dialogue ?
Qu'est-ce que vous faites concrètement, finalement, pour donner de la visibilité aux représentants autochtones ? Alors nous, dans nos activités, on est surtout sur du soutien aux représentants autochtones quand ils viennent alors principalement devant les institutions onusiennes et européennes, puisqu'on a aussi un petit bureau à Bruxelles. Et on les soutient de façon technique, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais nous-mêmes de plaidoyer parce qu'on considère que ce n'est pas notre rôle, mais on va leur fournir des services d'interprétation quand ils en ont besoin, de la traduction de documents, et le fait aussi qu'on soit basé à Bruxelles et à Genève, on sait comment orienter les personnes pour qu'elles puissent faire obtenir la meilleure écoute et faire une campagne de plaidoyer qui ait le plus d'efficacité. Bien sûr, sans jamais intervenir sur le fond, parce que le fond, c'est les gens qui viennent avec, ils viennent avec leur bagage et ils savent très bien en parler, et ils en parlent bien mieux que nous. Après, on a d'autres projets un peu plus à la marge, dont un projet de préservation de la mémoire orale qui consiste à former des jeunes autochtones à l'utilisation d'équipements vidéo et de les former à faire des entretiens ou des interviews avec leurs anciens, pour que cette mémoire, qui est souvent orale, puisque c'est souvent des cultures très, très oralisées, puisse être saisie et puisse faire partie justement de cette mémoire et reste quelque part. Donc les jeunes font des interviews, on a créé une plateforme où les vidéos sont mises à disposition, qui devrait être d'ailleurs lancée finalement bientôt au grand public et qui sera accessible par tout le monde, et qui est un témoignage principalement de la mémoire des luttes pour l'acquisition de droits pour les peuples autochtones. De là, d'ailleurs, une réflexion qu'on pourrait avoir aussi, ou en tous les cas qu'on suggère, entre l'oral et l'écrit. Vous parliez de droit tout à l'heure, et vous disiez que, évidemment, les instruments de l'Organisation des Nations Unies en termes de conventions internationales et ceux de l'Union européenne, c'était fondamentalement une reconnaissance de droit, et c'était du droit écrit, alors qu'évidemment, les populations autochtones, je pense majoritairement, voire intégralement, à vous de nous le dire, sont dans des traditions orales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces écrites, comme on a pu l'avoir en Europe depuis maintenant des siècles. On est dans quelque chose d'oral, et ce qui est oral, évidemment, a tendance à ne pas laisser de traces, en tous les cas, en laisser moins que l'écrit, qui permet des recherches historiques, qui permet d'apporter des preuves. Effectivement, c'est une difficulté. Après, il y a quand même quelques peuples qui avaient une écriture, et on retrouve des traces, par exemple, même les Amazirs en Afrique du Nord, qui ont reconstitué un alphabet à partir de recherches qui ont été faites et qui ont été retrouvées, qui est un alphabet qui est complètement différent de l'alphabet latin ou arabe. Mais c'est vrai que c'est des cultures qui sont dans la transmission orale et qui, de fait, ont du mal à prouver, selon les moyens juridiques, on va dire, occidentaux, par exemple le simple fait qu'ils sont autochtones, en prouvant une ancienneté, etc. Donc c'est une difficulté auxquelles ils sont parfois heurtés quand il y a un déni de reconnaissance de leur autochtonéité, si on peut dire ça. Ça existe, ça ? Ouais, Bon, allez, on l'invente. Mais on va se retourner vers les représentants des peuples. Alors c'est vous, Paloma, qui êtes la représentante de peuple. Ah, du projet peuple. Du projet peuple. Et puis aussi à l'égard de Michael Gaille, qui est ivoirien d'origine, j'imagine. C'est bien ça, ivoirien. Ivoirien, voilà. Oui. Comment est-ce que moi, habitant d'une forêt, j'habite ma forêt, je vis dans ma forêt, je mange les animaux de ma forêt, je mange les arbres et les végétaux de ma forêt. Comment puis-je prouver que c'est à moi ?
J'ai pas de titre de propriété. Comment on fait? Expliquez-nous le projet Peuple. C'est tout le défi dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones pygmées. C'est l'absence de reconnaissance légale, donc en tant que peuple, en tant qu'identité, en tant que culture, en tant que langue, mais aussi en tant que droit sur les terres ancestrales qui sont habitées depuis des générations et des générations. Donc nous, on travaille directement avec des organisations de défense des droits des peuples autochtones. On ne travaille pas directement avec les peuples autochtones, sauf s'ils font partie des organisations qu'on accompagne. Le projet Peuple, justement, est né de la demande de plusieurs organisations de défense des droits des peuples autochtones pygmées en RDC, qui souhaitaient justement... RDC, donc République démocratique du Congo. Hein. On est au Congo, c'est l'ancien Congo belge, c'est ça? C'est ça. Hein? C'est juste? C'est juste. On disait Congo belge, mais il y a 50 ans, pardonnez-moi. Oui, exactement. Et donc ces organisations-là, depuis plus de 10 ans, font tout un travail de plaidoyer pour que l'État adopte et promulgue une loi qui reconnaisse les droits des peuples autochtones pygmées. Donc avec ces organisations, on a créé un consortium avec donc 3 organisations de défense des droits des peuples autochtones pygmées en RDC, le DOCIP et EURAC, qui est le réseau européen pour l'Afrique centrale, qui est basé à Bruxelles. Donc l'objectif de ce projet, c'est de renforcer les capacités de ces organisations-là, renforcer sur des domaines clés, ça peut être la gestion administrative, financière, la gestion de projet, mais surtout aussi le plaidoyer au niveau national, régional, le plaidoyer au niveau de l'Union européenne et de l'ONU. Et donc c'est renforcer ces actions de plaidoyer, ces synergies de plaidoyer, pour justement accompagner ce travail pour qu'il y ait l'adoption et la promulgation d'une loi. Donc ça, c'est un des gros objectifs. Une loi qui dirait quoi? Une loi qui vise à reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. En droit interne congolais. Exactement. Donc là, il y a eu, il y a 2 ans, cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et là, en juin 2022, elle a été adoptée par le Sénat. Donc c'est un événement historique, c'est une grande avancée pour le pays. Et aujourd'hui, on attend la promulgation par le président de la République. Et ensuite, il y aura un gros travail de mise en œuvre de cette loi, de sensibilisation, de vulgarisation de cette loi. Donc on a un moment historique dans ce pays où justement les organisations de défense des droits des peuples autochtones pygmées ont un rôle primordial à jouer. La RDC est un pays énorme. Difficile d'accès des fois pour d'avoir. Combien de fois la France en superficie pour avoir une idée? 5 à peu près. Et donc c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans l'actualité du moment du pays. Et donc en accompagnant ces organisations-là, en leur permettant aussi d'avoir accès à des espaces internationaux comme l'ONU, l'Union européenne, qui sont des caisses de résonance qui permettent de renforcer leur voix. C'est tout un travail collectif, en fait, et on voit aujourd'hui qu'il a prouvé ses preuves parce qu'on va enfin pouvoir avoir une loi en RDC qui vise à protéger. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette loi va être promulguée, enfin, on suppose qu'elle va l'être. Oui. Qu'est-ce que ça me permettra, moi, peuple autochtone, pygmée, par exemple, vous parlez des pygmées, je ne sais pas si c'est le terme exact, s'il faut employer celui-là ou des termes plus précis, ça va me permettre d'obtenir quoi concrètement? Une reconnaissance légale, un accès à la justice. En tant que quoi? En tant que peuple autochtone. Vous voulez dire que l'ONG représentant les peuples autochtones aura un accès à la justice, pourra ester en justice? Non, c'est-à-dire que... Les individus? Les individus, il y a tout un travail d'information, sensibilisation, vulgarisation, parce que les peuples autochtones ne sont pas forcément informés de leurs droits, et en plus, les lois ne sont pas forcément dans leur langue non plus. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, d'information et de formation auprès de ces peuples autochtones. Donc ça, c'est fait par les organisations de défense des droits des peuples autochtones qui vont travailler, accompagner ces peuples autochtones pour faire valoir leurs droits et leur permettre d'avoir accès à la justice en cas de violation de leurs droits également. En tant qu'entité abstraite, enfin en tant qu'association, c'est ça? Ces organisations accompagnent les communautés, mais ensuite oui. Les communautés ont leur propre mode de gouvernance,
et leur propre mode de fonctionnement. Est-ce qu'elles ont une existence juridique, ces communautés ? Alors non, elles n'ont pas d'existence juridique. Dans certains pays, on travaille le droit collectif à la terre. Donc il y a des titres collectifs qui sont donnés aux communautés autochtones. On va se tourner vers le juriste aussi, peut-être, comme vous voulez. Ouais, je laisse Rémi rebondir. Juste peut-être une notion qui est importante concernant les droits des peuples autochtones, c'est la notion de droit collectif à la terre. Quelque chose qui n'existe pas en Europe et qui fait par exemple que la France elle-même a du mal à reconnaître ces peuples autochtones dans ces territoires d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane française. C'est-à-dire que c'est le peuple en tant que quantité qui a un droit collectif sur les territoires, donc à occuper ces territoires, à décider ce qu'on fait de ces territoires et à bénéficier des fruits, des ressources qui sont sur ces territoires. Et c'est ce que promeut aussi la loi qui est en cours d'adoption en RDC. Après, en RDC, il y avait déjà une notion de droit collectif, parce qu'il y a tout un système administratif qui est doublé par un système coutumier avec des chefferies. Donc en RDC, il y avait aussi un facteur qui favorisait, c'est que cette notion de droit collectif, elle existait déjà, et c'est pas du tout le cas dans la plupart des pays, même africains, où il n'y a pas forcément ce droit. Mais moi, je pense que peut-être qu'on y reviendra ensuite, mais j'ai envie de revendiquer un certain droit à la musique. Si vous en êtes d'accord. On l'accepte. Vous acceptez ? Alors on retourne vers Alain Pierre. Avec aujourd'hui le Centre de documentation et de recherche et d'information sur les peuples autochtones, avec Agir ensemble pour les droits de l'homme, eh bien nous abordons la question des peuples autochtones. Et je crois que, Guillaume, il y avait peut-être une petite promenade à faire en Côte d'Ivoire. Oui, on va partir en Côte d'Ivoire avec Mickaël, si vous le voulez bien. Là, est-ce que de votre côté, ça fait écho un peu ce que disait Rémi par rapport justement aux droits fonciers, à l'accès à la terre en Côte d'Ivoire ? Oui, ça fait écho. Nous sommes face à une situation qui est assez difficile dans la mesure où les populations locales, les peuples autochtones ou les peuples indigènes qui sont donc dans les zones rurales se voient donc privés de leur droit d'accès à la terre.
Et le problème, c'est que les lois qui ont été adoptées, en général, ont été des copies, en fait, de la législation coloniale. Et la législation coloniale, nous le savons tous, c'était une histoire de domination. Et le colon est arrivé avec donc cette volonté-là de s'accaparer les terres. Et le droit qui a été conçu a été un droit qui a été conçu à la sauce du colon, qui a ignoré les réalités, les habitudes donc des populations locales. Tout à l'heure, il avait été évoqué la question donc du droit des peuples autochtones, mais c'est ça le fond du problème, c'est que le droit qui a été mis en place n'a pas tenu compte des pratiques donc de ces peuples-là, ni même de leur approche à eux du droit, c'est-à-dire le droit oral. On a juste dit la preuve de la propriété sur une terre, c'est un titre foncier. Sachant que ces populations-là ont, elles, dans leur tradition, comme preuve d'accès à la terre, le fait de, comment on appelle ça, de posséder cette terre et d'y être installé depuis longtemps. Que cette terre-là ait été la terre sur laquelle leurs ancêtres ont été. Que cette terre-là ait été la terre sur laquelle se trouve le cimetière où reposent les mânes de leurs ancêtres. Et donc, la colonisation a juste posé le principe que pour pouvoir être propriétaire d'une terre, il faut avoir un titre foncier. Et ceux qui n'avaient pas ces titres fonciers-là ont été expropriés. On les a considérés comme des détenteurs de terres sur lesquelles ils n'étaient pas maîtres. Et cette histoire-là, donc, s'est prolongée parce qu'après la colonisation, et c'est aussi ça le problème aujourd'hui avec la protection internationale des droits des peuples autochtones, parce que elle met en avant un certain nombre de critères, mais ces critères-là, en fait, vont toucher essentiellement les peuples autochtones, je dirais, des zones où cette domination-là, en fait, est une domination, on va dire, de peuples venus du nord pour s'imposer, en fait, dans le sud, tels que les Indiens en Amérique latine, en Amérique latine, tels que également les peuples indigènes en Australie et autres. Mais après la colonisation, on a juste considéré que le fait que des gouvernements issus donc de ces peuples plus ou moins africains soient mis en place, que ces peuples-là donc désormais n'étaient pas vraiment des peuples autochtones à proprement parler. Sauf que ces gouvernements qui ont été mis étaient des prolongements, on va dire, du système colonial. Et donc on reportait donc les tests à appliquer et les populations donc se sont retrouvées évincées de leurs terres. Donc voici un peu un mal fondamental que subissent donc les populations rurales en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre pensée tout de suite là. Est-ce que vous opposez, comment dirais-je, un rapport nord-sud en termes de domination coloniale poursuivi par un certain nombre d'États mis en place en quelque sorte par les anciens colonialistes à une autre manière de penser. J'ai cru comprendre dans votre propos que les critères de l'ONU ne vous convenaient pas. Non, je ne dis pas que ces critères ne conviennent pas. Oui. Au contraire, c'est de très bons critères. Mais en fin de compte, lorsque l'on analyse ces critères, il faut sélectionner en gros entre les peuples qui sont les peuples autochtones et qui ne le sont pas. Oui. C'est un peu la dynamique en fait que j'essaie de mettre en avant. Vous voyez par exemple, même quand la loi sur les peuples autochtones, pygmées, un RDC devait être adoptée, il y a eu des contestations au niveau donc des parlementaires pour dire mais pourquoi mettre sur cette loi-là le thème pygmée? Est-ce que ce sont les pygmées seulement qui sont les peuples autochtones? Vous voyez? Et donc... Alors, ça serait bien d'ailleurs de préciser pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, peuple pygmée? Est-ce que c'est un terme générique qui englobe toute une série d'autres peuples? Qui sont-ils? Qu'est-ce que ça veut dire, pygmée?
Il y a Rémi qui est avec nous. C'est pas un pygmée. Non, je suis pas pygmée, mais c'est un expert de... je suis pas non plus un expert des pygmées. Oui. Déjà, le terme pygmée, c'est un terme européen. Oui. Donc c'est pas un terme du tout local. Et d'ailleurs, il est rejeté, pas trop en RDC, mais dans d'autres pays, il est rejeté comme étant un terme péjoratif. J'ai vu ça avec un délégué du Cameroun, par exemple, qui disait jamais pygmée et qui voulait pas qu'on l'appelle comme ça et qui disait non, un peuple de la forêt. Voilà. Et qui avait un nom de peuple, parce qu'effectivement, le pygmée, c'est peut-être une appellation générique de peuples proches les uns des autres, mais différents, enfin qui ont différentes appellations et qui vivent principalement dans la forêt. Donc il y a les Baka, les Mbouti, il y a un certain nombre de peuples. Donc c'est un terme générique qui est rejeté par certains autochtones et dont certains s'accommodent. En élargissant le propos, d'ailleurs, la question qui me venait à l'esprit, je pense en particulier à l'art traditionnel africain, à l'art premier, aux arts premiers, qu'on appelle art premier. Qui a nommé les peuples africains? Qui leur a donné leur nom? Est-ce que c'est le pouvoir colonial, qu'il soit français, anglais, belge, etc., peu importe, est-ce que c'est la culture coloniale qui a dénommé ces peuples, ou est-ce qu'on a pris les mots d'origine? Michael Gay. Je pense qu'il y a eu recours aux mots d'origine, mais selon ce que a cru comprendre en fait les personnes qui étaient les premiers explorateurs, on dira. Je lisais il y a quelques jours sur l'histoire du Canada, comment par exemple le nom du Canada a été donné, où il était dit que l'explorateur donc en question avait posé une question à des jeunes qu'il avait rencontrés pour essayer de trouver son chemin, et il lui avait indiqué en fait un lieu en disant Katana, qui signifiait donc un ensemble de cases. Et donc lui, il a considéré que Katana, ça signifiait le nom du lieu, alors qu'il parlait juste, comment on appelle ça, de l'ensemble de cases. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, il a donné le nom Canada donc, à cette province. Donc, il y a eu une déformation par moment des appellations, des noms, ou en fonction de ce qu'ils entendaient. Donc, lorsqu'ils essayaient de communiquer, bien sûr, c'était un langage de sourds parce que c'était une différence de langue et tout. Et donc, en fonction de ce qu'ils comprenaient, ils essayaient donc d'établir donc, des postulats et créer des noms. Ces peuples de la forêt, est-ce qu'ils jouent un rôle particulier dans la protection de l'environnement? C'est une question qui me vient comme ça parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et pour moi, c'est un sujet important. Est-ce qu'il y a un lien entre population autochtone, préservation de l'environnement, et quel est-il? Moi, si je dois répondre, je dirais oui. Il y a un lien. Parce que ces peuples-là, en fait, vivent en harmonie avec l'environnement. Leurs pratiques respectent l'environnement. Et pour ces peuples-là, l'environnement est sacré. En Afrique, la terre est considérée comme une mère. Et donc, une mère, on en prend soin. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne à manger. Et donc, c'est vraiment une harmonie avec la nature. Et donc, la préservation de l'environnement est vraiment inhérente aux pratiques de ces populations. Parce que porter atteinte à la terre, c'est porter atteinte à sa mère. Parce que les ancêtres reposent dans ces lieux. Leur esprit y est. Voilà, c'est une seconde ou deux de silence par respect pour nos ancêtres à tous. Peut-être le juriste que vous êtes, Michael, peut également aborder la question de la propriété, puisque vous faites une thèse de doctorat de droit public, je crois, sur la question des terres dans votre pays d'origine. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour avoir de grandes idées? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail d'une thèse, parce qu'une thèse, c'est un travail énorme de plusieurs années. Donc, notre public n'est pas un public de juristes hyper spécialisés. Mais une vue générale, je dirais,
d'un juriste de droit public comme vous sur la propriété et sur la possession. Parce que ce qui existe dans le droit civil français, on a toujours opposé la propriété et la possession, dont vous parliez tout à l'heure, le fait d'occuper. Ben moi, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma thèse, j'analyse juste une loi qui dit que la terre est acquise lorsque on détient un titre de propriété. Et que pour les personnes qui ne détiennent pas ce titre de propriété, il faut qu'elles fassent constater leurs droits. Et cette constatation-là, donc, sera actée. Et après, on leur demande de pouvoir donc obtenir ce titre de propriété à travers des procédures très lourdes et qui coûtent excessivement cher. Et donc, ce qui ne permet pas à ces populations dont les revenus sont très bas de pouvoir poursuivre le processus. Sauf que cette loi met un point en disant que on vous donne un délai. Au terme de ce délai, ceux qui n'auront pas transformé leur possession coutumière en titre de propriété perdront leur terre parce que ces terres-là deviendront sans maître et en tant que terres sans maître, elles reviendront à l'État. Voici donc le problème qui se pose chez moi et auquel donc on essaie de réfléchir pour pouvoir apporter des solutions. Dans le processus d'une loi nationale comme celle dont vous parlez relative à la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est jouable? C'est-à-dire, comment faire pour reconnaître des droits de propriété avec un titre de propriété écrit à partir d'une simple possession? Par quels éléments de preuve? À travers quel type de procédure? Et puis, il faut que ça soit vous parlez d'une prescription, parce qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, on ne pourra plus le faire, ça sera fini. Donc, comment faire? C'est pas facile pour un État national d'organiser ça. Ben, c'est pas facile. Oui. Mais si l'État veut vraiment bien organiser, alors qu'il mette les moyens à la disposition de tous, ou qu'il finance ce processus-là pour qu'il n'y ait pas cette rupture d'égalité-là, en fait, que nous constatons. Il faudrait que autant de personnes fortunées pourront assez facilement donc faire constater leurs droits sur leur terre et acquérir leur titre de propriété, qu'on puisse donner également aux personnes donc, qui n'ont pas les moyens, qui par an n'arrivent pas à toucher l'équivalent de 1000 euros, puissent donc avoir ces moyens-là pour pouvoir également faire constater leurs droits sur leur terre et pouvoir donc les utiliser pour leur alimentation, pouvoir les utiliser pour la construction de leur maison, pouvoir les céder s'ils le veulent ou les fructifier. Donc voilà un peu ce qui pour moi en fait est fondamental en fait dans cette problématique-là en lien avec le foncier en Côte d'Ivoire. Vous êtes optimiste? Je ne peux qu'être optimiste, même si j'ai de forts doutes quant à la volonté réelle en fait des pouvoirs publics d'aller dans ce sens. Parce que la loi, elle est là depuis longtemps. On a tous constaté les difficultés d'application. On a tous constaté que les populations rechignaient à avancer. Et voilà, elle demeure. Et donc, le problème, pour moi, c'est un processus, en fait, qui est venu du haut. Ça n'a pas été un processus par le bas. On n'est pas allé consulter les populations à la base pour dire, écoutez, on est dans un processus de développement où toutes les institutions internationales nous demandent d'atteindre ces standards. Et donc, nous devons les atteindre. Mais dites-nous comment, ensemble, on peut réussir à y aller. Et donc, en fin de compte, ils ont écouté les experts internationaux, ils ont mis en place ces tests-là, et comme je dis, ces tests-là sont vraiment des copies des tests qui existaient sous la colonisation. Donc des choses qui n'avaient pas marché auparavant, et qu'ils sont venus recopier en espérant que ça marche. Est-ce que pour vous, je dirais le droit international en général, les ONG en particulier,
sont des bons alliés dans cette bataille complexe. Où est-ce qu'il y a à boire et à manger? Est-ce qu'il faut faire le tri? Et c'est une question d'ailleurs qui peut se poser à nous tous, et en permanence sans doute. Votre sentiment, Michael? Moi, personnellement, si je ne pensais pas que les ONG étaient de bons alliés, je ne serais pas aujourd'hui à agir ensemble. C'est parce que je pense que les ONG donc, sont un ensemble de personnes qui se réunissent en fait, pour pouvoir accompagner des personnes qui ne disposent pas de ressources, qui ont du mal à atteindre un certain niveau de décision et autres, et donc essaient donc d'aider ces populations-là dans ce sens. Et donc c'est un peu le sens en fait de mon engagement à agir ensemble. Et donc si je ne pensais pas, je ne serais pas aujourd'hui à agir ensemble. Je serais juste toujours sur ma thèse en me disant que juste un bout de papier en fait me permettrait de faire changer les choses. Mais les ONG permettent de rentrer dans l'action, de pouvoir pousser, ouvrir des portes un peu de partout et faire progresser les choses petit à petit. Vous partagez cet optimisme, Paloma? Oui, en nuançant un peu, le monde des ONG n'est pas homogène. Et on trouve 2 grandes catégories, les ONG de développement et les ONG de droits humains. Et aussi, tout dépend aussi de l'approche partenariale des ONG qui viennent faire à la place d'eux. Vous êtes plutôt droits humains? Nous, on est une ONG de droits humains, oui. Agir ensemble pour les droits humains d'ailleurs. Oui, oui. Et donc, il y a aussi l'approche partenariale où on a pu constater des dérives des ONG qui faisaient à la place d'eux, alors que nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche de faire avec et d'accompagner des organisations, des projets, des actions qui existent déjà. Laisser les organisations locales qui ont la connaissance, l'expérience, développer les projets. Et nous, on est juste en accompagnement, en renforcement. Nous, on considère que c'est la bonne démarche à avoir. Et je pense qu'il y a un élément important qui n'a pas encore été évoqué, mais les territoires des peuples autochtones sont très convoités. Ils sont les gardiens de l'environnement, mais ils vivent dans des territoires où il y a énormément de ressources naturelles, pétrolières. Et donc, le problème en application avec la loi, c'est que des fois, des lois existent, mais l'État ne sait pas dans l'intérêt des États de les mettre en application, de les faire connaître, de faciliter les processus. Il y a des entreprises européennes qui ne respectent pas les droits humains et qui viennent dans les territoires autochtones pour les ressources naturelles, notamment des entreprises françaises aussi. Et donc, le rôle des organisations, des ONG, notamment européennes, c'est d'accompagner les États, les entreprises, les investissements publics, privés, justement à respecter le droit des peuples autochtones, les droits humains en général. Et il y a un concept clé qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le consentement préalable, libre et éclairé, qui vise justement à demander aux communautés autochtones sur ce territoire s'ils sont d'accord pour que des projets aient lieu. Certaines entreprises proposent de créer de l'emploi, proposent de créer des écoles, etc. Ensuite, il faut voir comment ça se passe concrètement. Mais l'important, c'est non seulement donc, de consulter les communautés autochtones, mais de respecter leur choix si leur décision est non. Donc c'est un peu le cœur des revendications aujourd'hui des communautés autochtones et des organisations autochtones. Et aujourd'hui, au vu de l'actualité, en fait, c'est un enjeu hyper important de comment est-ce qu'on arrive à dire non, là, il y a plein de ressources naturelles, il y a du pétrole. Les organisations, les communautés autochtones qui vivent là nous disent non, on ne veut pas que vous exploitez le pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire d'accord? Est-ce que les États, les entreprises, les intérêts privés sont capables de respecter ça? C'est tout l'enjeu. Et donc, les organisations, elles sont là en appui pour accompagner, pour dénoncer, pour inciter, etc. Voilà, oui, on a fait un sujet auquel je renvoie également sur le land grabbing, sur l'accaparement des terres, bien sûr, par les grandes organisations privées. Bon, peut-être terminer avec vous, Rémi Orsier, vous êtes directeur du DOCIP, ce centre de documentation à Genève sur les peuples autochtones, mais vous avez toute une carrière au sein d'ONG. J'ai vu que vous aviez traversé aussi d'autres ONG comme Triangle Génération Humanitaire, comme Terre des Hommes. Vous avez été aux Philippines, à Bangui, à Tindouf, en Algérie. Vous avez un regard assez général sur les peuples autochtones. Est-ce que sur, je ne sais pas, une quinzaine d'années de carrière, 20 ans de carrière peut-être aujourd'hui dans ce monde-là, une quinzaine, oui. Quel est votre regard sur l'évolution générale? Un mot de conclusion.
On va dans quelle direction? Quelles sont les contradictions? C'est difficile à dire de savoir dans quelle direction on va exactement. Et je pense que la question du partenariat et de faire avec au lieu de faire à la place d'eux, elle est centrale, pas seulement dans des organisations de droits humains comme Agir Ensemble, mais elle se pose aussi dans les organisations du monde de l'humanitaire et du développement, qui est le monde d'où je viens. Et par exemple, chez Triangle Génération Humanitaire, c'est clairement une question qui se pose, de savoir, de travailler avec les partenaires locaux, de favoriser la formation de cadres locaux, nationaux, plutôt que d'envoyer des expatriés qui vont pas forcément rester longtemps, qui ont une connaissance du contexte qui est forcément limitée. Le fait de ne pas employer des gens sur place, ça prive d'une certaine façon des organisations ou des individus sur place d'un accès à une formation et aussi à contribuer elles-mêmes au développement de leur pays, même si l'organisation est partie parce que le problème est réglé ou parce qu'il n'y a plus de financement, etc. Donc il y a cette question-là qui se pose. Après, on est dans un monde, je pense, assez instable en ce moment. Quand on voit les questions qui se posent sur les problèmes de ressources énergétiques, très clairement, il y a un grand risque, pour revenir aux peuples autochtones, que les ressources qui sont sur leur terre deviennent, ou soient perçues, deviennent comme indispensables à maintenir le système tel qu'il est et à faire tourner la machine et à continuer comme avant en utilisant ces ressources, donc en respectant pas le consentement préalable de ces peuples qui sont tellement viscéralement attachés à leur territoire qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne prendre leurs ressources. C'est vraiment... C'est en eux, en fait. J'avais entendu une représentante je ne me souviens plus de quel peuple d'Amérique du Nord qui disait que le charbon qui était sous terre, c'était le foie de la terre-mère. Et que si on enlevait le foie de la terre-mère, on détruisait la terre-mère et on l'empêchait de continuer à vivre. Voilà. On va terminer peut-être avec la terre-mère et avec Gaïa. On a essayé de faire un tour d'horizon sur les peuples autochtones et on va terminer avec les ancêtres et avec la musique. Écoutez.